Alors bonjour, merci pour l'invitation de Croque Futur. Je suis Xavier Perrin. Je travaille à la ville de Grenoble au sein d'une mission qui s'appelle Ville ouverte. Donc c'est une direction même. C'est assez significatif de la volonté de la ville d'avoir à la fois une direction qui soit ouverte sur les coopérations et la transformation. Donc au sein de cette ville, en fait, je porte un chantier de transformation qui s'appelle Bifurcation. Ce chantier, en fait, il y a trois axes. Le premier axe, c'est celui de la coopération plus horizontale, notamment par la question des communs, des formes d'ouverture à des collectifs, quelquefois informels, pour revoir la façon de fabriquer la ville. Le deuxième axe, en fait, c'est celui des comptabilités, des nouvelles formes de mesures, arrêter de compter par le seul prisme financier. C'est une consigne de notre direction générale des services. Je pense qu'effectivement, je pense qu'on est arrivé vraiment au bout de la manière de compter avec les comptes administratifs. Je crois qu'il faut vite qu'on change de boussole. Donc, on développe actuellement une comptabilité écologique qui s'appelle CARE. Donc, c'est une comptabilité multicapitaux. C'est un vrai sujet, mais enfin, c'est assez facile à comprendre. Il s'agit juste en fait de se mettre à compter finalement les dégradations qu'on inflige notamment à la nature, mais pas qu'à la nature en fait, on va dire aussi aux humains, en calculant les dettes en fait qu'on contracte vis-à-vis d'elles et d'eux. Et le troisième axe, c'est celui de la redirection écologique. L'idée, c'est que si effectivement on veut rester dans les limites planétaires, d'une part, et essayer effectivement d'avoir des objectifs de justice sociale, il va falloir certainement repenser fondamentalement nos politiques publiques. Et donc, en gros, on est dans un enjeu en fait qu'on a développé depuis 2019. Enfin, ce que je veux juste dire en avance, c'est que je pense que pour nous, fonctionnaires territoriaux, c'est une manière de concevoir de manière totalement différente l'action publique locale à travers des nouveaux prismes, des nouvelles attentions, des nouveaux paradigmes, et puis aussi des nouvelles postures, voire des nouvelles compétences. Il y a des termes qu'on n'utilisait pas il y a encore quelques années, comme soutenabilité forte, robustesse, et puis des fonctions, je dirais des métiers avec lesquels on travaillait très peu finalement, comme des designers. Donc aujourd'hui, je pense qu'en fait, on est amené à travailler avec des nouveaux professionnels et puis aussi de manière, je pense, salutaire avec le monde de la recherche et des équipes pluridisciplinaires. Et donc la redirection écologique, elle s'inscrit un peu dans cette idée de travailler avec des, des, des universitaires qui peuvent être à la fois des philosophes, des designers, des économistes, des profs de gestion. Et donc on s'est engagé depuis 2019 dans un partenariat avec cette équipe qui a été construite autour d'un labo qui s'appelle Origins Media Lab, qui est situé à Clermont-Ferrand, qui a été cofondé par trois chercheurs qui s'appellent Diego Londivar, Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet. Et donc assez rapidement, on a décidé finalement de trouver un deal finalement entre nous, c'est-à-dire eux avaient besoin de terrain, nous on avait besoin de s'encanailler, on va dire, de visions un petit peu différentes. Et à l'époque, alors chose assez surprenante peut-être, mais ils travaillaient beaucoup avec le secteur privé. En fait, ils aidaient à repenser les business plans des entreprises, justement pour les faire atterrir dans les limites planétaires. Alors à l'époque, on entendait parler de Michelin, de grandes entreprises effectivement privées, Carrefour et autres. C'était la même logique d'ailleurs pour la comptabilité écologique, c'était que finalement ces innovations, on va dire, sociales ou en tout cas peut-être publiques demain, étaient portées par des groupes privés. Donc bon, j'avais pas l'habitude jusqu'à présent d'aller chercher mon inspiration dans le privé, mais là il fallait quand même être clair que ces chercheurs étaient capables en fait d'obtenir par exemple de chefs d'entreprise ce qu'ils appelaient des verbatims de patrons effondrés. Donc clairement en fait des PDG qui effectivement sans forcément le partager avec leur comité de direction avaient posé leur business plan sur leur table de chevet en disant qu'il n'y avait pas d'avenir en fait pour leur modèle économique, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez bouleversant de se dire que finalement le privé se posait des questions que le public a priori ne se posait pas. On était en 2019. Donc à l'époque, on a décidé de travailler avec, euh, avec ces chercheurs qui commençaient effectivement quand même à avoir des terrains d'expérimentation. Ils s'interrogeaient sur des enjeux territoriaux. Donc là, je mets à l'écran quelques images, mais effectivement, il y a eu à l'époque, c'était 2019-2020, il y avait des premières équipes qui arrivaient. J'ai parlé tout à l'heure du département d'Ille-et-Vilaine qui, dans son projet en fait de mandat, avait décidé d'arrêter des contournements routiers.
Et puis, en fait, on voit aussi des projets qui étaient alors un petit peu en route et qui aujourd'hui ont un peu défrayé la chronique, du moins ces derniers mois. Là, j'ai mis en fait une image de la presqu'île, en fait, le projet d'écoquartier à Caen, 2500 logements, un projet qui était ancré depuis 10 ans dans le projet politique. C'était même un projet marqueur phare du mandat. Et à un mois de la commercialisation de cet écoquartier, la communauté urbaine de Caen a décidé de tout arrêter. Donc c'était en relation avec la SPL d'aménagement, où clairement il y a eu une prise de conscience à la fois, je dirais, alors plutôt des techniciens, et puis aussi d'un élu qui s'appelle Emmanuel Renard. J'ai sa tête là, en fait. Emmanuel Renard, c'est le premier vice-président à l'aménagement du territoire, de ce territoire. Donc effectivement, la conjugaison à la fois de la montée de l'Orne et du retrait du trait de côte, voire en fait de formes d'érosion, etc., font que cette ville de Caen, finalement, a la conjonction de deux phénomènes naturels et qu'en regardant les dernières estimations du BRGM et des autres cabinets, ils ont effectivement pris la décision, technique d'abord, en fait, d'alerter leurs élus, et ça a été assez rapide, puisqu'en fait, à la fois le premier vice-président et puis le président ont décidé, en l'espace de quelques semaines, d'arrêter ce projet. Alors, ce n'est pas forcément partagé par l'ensemble des communes du bassin de vie. Il y a notamment Hérouville-Saint-Clair qui continue, parce qu'elle est effectivement à quelques mètres plus haut, de penser qu'elle va pouvoir continuer d'urbaniser. Mais voilà, c'est le contexte en fait dans lequel on est, et donc nous on s'est inscrit dedans. Donc aujourd'hui, j'ai montré une carte, en fait on a des alliés, ou du moins des, comment dirais-je, des territoires qui sont un petit peu dans ces préoccupations connexes de s'intéresser en fait à la durabilité de leurs activités, et ça peut être aussi la durabilité des filières économiques. Et donc, il y a notamment la région sud qui aujourd'hui est en train de décliner en fait le projet économique du Shift Project, et qui affiche de manière extrêmement claire en fait l'ensemble des disparitions d'emplois et de suppression d'emplois filière par filière, qui essaye de se projeter justement pour s'engager dans ce qu'on appelle là-bas, en tout cas, une sécurité sociale de la redirection écologique, c'est-à-dire repenser avec les salariés, les travailleurs, l'avenir en fait de leur filière, et ne pas attendre finalement d'être dans le mur, et donc de le co-construire notamment avec des syndicats, la CGT en faisant partie. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux même dire que clairement les organisations publiques sont un peu dépassées par des organisations privées ou syndicales en fait, qui dotent en fait leurs agents et leurs militants et leurs salariés d'outils de prospective et de critérisation, notamment la CGT qui a mis en place un outil qui s'appelle le radar, et qui commence à déployer dans des entreprises et dans des organisations publiques pour simplement mesurer en fait la soutenabilité de leurs activités. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps en fait pour les techniciens des collectivités de se mettre un peu à la page en fait, et de faire la même chose. Et donc nous, on s'est engagé dès 2019 dans ce projet avec le soutien de la Direction générale des services. C'était avant les élections municipales, et on a lancé en fait un premier protocole sur la question de l'offre aquatique. L'offre aquatique, c'est en gros les piscines municipales. Donc, ce projet, finalement, il s'est étalé sur 3 ans. On l'a surtout mené pendant la période du Covid, en 2020-2021. Et il a permis de questionner, je dirais, un dispositif comme on le faisait pas jusqu'alors. Alors moi, j'ai souvent tendance à mettre cette phrase en exergue, c'est celle de Thomas Delahaye, qui est un évaluateur de politique publique, très connu puisqu'il est chez Quadrant Conseil, une société d'évaluation qui a pris la place de Reval C3E, je crois, en fait, les fondateurs de l'évaluation des politiques publiques en France. Et juste la phrase en fait, sur laquelle je scotche, en fait, c'est celle qu'il a prononcée à son retour d'un séminaire en fait, de la Société européenne d'évaluation, où il se pose la question de la responsabilité de l'évaluation des politiques publiques dans sa capacité aujourd'hui à porter un regard critique, opportun, de cohérence externe, sur effectivement les finalités mêmes en fait, des politiques publiques. Alors jusqu'à présent, c'était chouette en fait, parce que cette discipline, elle posait d'une manière assez claire les enjeux d'efficience, de performance, d'efficacité. Donc des questions qu'on arrive relativement à comprendre et à mesurer dès lors en fait, que les objectifs ont été fixés. Par contre, s'intéresser un peu plus à ce que sont les impacts, voire
de manière encore plus critique en fait sur les besoins et même en fait la relation qu'il y a entre les besoins énoncés, les objectifs et je dirais en fait, je dirais l'état de la situation externe, on va dire, du territoire, donc plus ce qu'on appelle ouais, de la pertinence ou de la cohérence externe, c'est rare. Moi, je trouve que c'est assez salutaire en fait qu'il ait pris cette position qui paraît un peu folle en fait, parce qu'un évaluateur qui se demande si sa propre discipline n'est pas en fait responsable d'une partie du problème, je trouve que c'est courageux, mais je trouve que ça appelle tellement d'autres métiers des organisations publiques à se poser la même. Et donc nous, voilà, donc on s'est engagé un petit peu dans cette réflexion, en sachant pas trop où on allait. Le sujet sur l'offre aquatique avait été choisi par la direction générale. Effectivement, le contexte de la ville était propice puisqu'on avait déjà 2 piscines qui avaient fermé, donc la piscine Iris à la Villeneuve et la piscine Vaucanson, qui était en train de, oui, qui venait définitivement de s'écrouler avec des blocs de béton qui tombaient. Donc la question qui était alors posée, c'est est-ce qu'on repart pour 80 ans ou 70, enfin la durée de vie d'un équipement comme ça, ou est-ce qu'on repose en fait la question de c'est quoi finalement une piscine aujourd'hui pour une organisation publique, mais on a vite assez rapidement compris que la question a été plus large que la simple offre publique, c'était aussi l'offre privée. Pourquoi une piscine en fait et pour quelles fonctions, quels usages? Et puis finalement l'approche est assez intéressante puisque finalement on se rend compte que cette approche pluridisciplinaire, elle permet de poser des questions qu'on n'avait pas jusqu'alors. Et donc, je vais juste insister parce qu'effectivement, on s'est posé des questions techniques, on va dire, hein, sur les consommations, les impacts, etc. Mais par contre, la seule question des usages, c'est une question finalement qui est un peu le trou dans la raquette. Ça paraît un peu surprenant des organisations publiques, mais en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de directions qui ont une connaissance fine des usages de leur activité. Et donc, quand bien même, en fait, elles ont même des personnes qui sont censées tenir à jour des bases de données des tiers, des occupants, etc. Enfin, dans le cas d'une piscine, par exemple, on va avoir le nom des associations, mais on ne sait pas qui sont les usagers. Il peut très bien y avoir des bébés le matin, des papis le soir, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes usages. Et cette connaissance des usages, en fait, on la trouve aujourd'hui dans des structures muséographiques, par exemple, qui font des enquêtes, qui ont des directions des publics. On la trouve très, très peu dans les collectivités. Donc, finalement, se poser la question de la durabilité d'une piscine aujourd'hui, mais ça pourrait être un autre équipement, ça pose des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Donc nous, on a mis en place en fait cette démarche et ça a permis effectivement de poser des questions qui étaient moins en termes de moyens, on va dire, qu'en termes de finalité et de ne pas chercher forcément à y répondre avec des réponses techniques. Parce que les réponses techniques, finalement, c'est effectivement essayer de calculer des optimums, des performances, etc., des bâtiments. Mais on en atteint très, très rapidement des formes d'asymptotes. En fait, on arrive à optimiser à 15, 20%, etc. Mais pour avoir travaillé avec un autre territoire qui se posait les mêmes questions, qui était à Kaisersberg, en Alsace, qui avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens, qui avait des piscines déjà je dirais, en fait, top niveau, on va dire. Finalement, dans certains cas, on peut avoir des territoires et des organisations qui ont effectivement déjà optimisé au maximum en fait leur bâtiment. Donc on atteint vite des plafonds. Donc la question, c'était effectivement comment cette approche, elle pouvait re-questionner notre politique publique. Et donc effectivement, ça a été bouleversant parce qu'on était parti d'une délégation sportive, on était parti d'un équipement, et finalement, on est arrivé aujourd'hui à une question qui, lors de la restitution de l'étude, a interrogé l'adjoint à la nature en ville, qui effectivement s'est dit, enfin, il l'a dit même devant tout le monde, il a dit, mais c'est ma délégation. Donc en fait, on est parti d'une politique sportive, d'un problème bâtimentaire, en fait, d'un problème bâtimentaire, voire d'usage, et finalement, parce que les questions ont finalement plus porté sur les usages, le soin, le rapport à la fraîcheur, le rapport en fait à l'eau, ben finalement, on se rend compte que on sort un peu des silos dans lesquels on se met nous-mêmes, soit technicien, soit élu, pour avoir des approches beaucoup plus systémiques. Et donc ça a permis effectivement donc de questionner beaucoup les usages,
mais aussi finalement alors ça j'ai mis le QR code, et vous aurez l'accès à l'étude parce qu'elle est très copieuse et elle fait 150 pages. En fait, on a aussi, cette étude sur la redirection écologique a permis aussi de rendre visible ce qu'ils appellent en fait le territoire fantôme. C'est-à-dire que finalement, on se rend très très peu compte à chaque fois qu'on pénètre dans un équipement du poids infrastructurel de l'ensemble des équipements nécessaires à son fonctionnement. Donc, c'est intéressant finalement de les rendre visibles, puisque ça permet aussi de mieux comprendre l'ensemble des flux, des ressources utilisées, des rejets. En fait, moi j'ai découvert qu'il y avait quand même pas mal de rejets qui finissaient dans des décharges ou dans des terrains en Isère, en fait, pour simplement les boues des piscines. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas si propre que ça derrière l'image que peuvent nous donner ces équipements d'une eau transparente, etc. Donc, c'est rendre visible un peu tout ce qui est avant, en amont, etc. Ça, c'était sur les enjeux socio-techniques. Et puis, tout un travail de cartographie qui avait été assez intéressant, parce que finalement, en interrogeant les usages, on se posait autant la question, effectivement, de la pratique sportive que de la pratique, que de l'accès, finalement, à la biodiversité, à la nature, à l'eau. Donc, par exemple, cartographier sur le territoire l'ensemble des zones de fraîcheur, soit liées par exemple à l'eau, mais soit liées à l'ombre, soit liées à la forêt, etc. C'était une façon de cartographier aussi l'inéquité d'accès des Grenoblois au sens très large du terme à ces aménités, on va dire. Et on a très bien et rapidement vu que des quartiers entiers n'avaient ni accès à ces ressources entre guillemets bleues et vertes, quoi. Donc finalement, interroger la piscine, c'était aussi interroger la capacité qu'a un territoire d'offrir à ses habitants un accès à la fraîcheur. Et aussi de se poser la question finalement de la durabilité du sport. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Donc ce travail, bon, on pourrait en parler 2 heures en fait, mais ça a été très intéressant. Pour autant, un des constats qu'on a tiré rapidement, c'est qu'on était, dû à la période peut-être en fait du Covid, passé à côté de la possibilité de mieux interroger, de mieux enquêter avec les usagers d'une part et avec les habitants d'autre part. Donc c'était un peu le trou dans la raquette du protocole de redirection écologique qui, par nature, en fait, se veut démocratique, puisqu'en fait, un des présupposés de cette approche, c'est de dire qu'effectivement, ce n'est pas d'une manière verticale, dictatoriale, en fait, que les choix doivent se faire pour opter pour des redirections, des fermetures éventuelles d'activités, mais c'est la manière la plus partagée possible, ce que j'ai essayé de dire avec les travailleurs ou les organisations syndicales. Et donc, on a décidé en fait de répondre à un appel à manifestation d'intérêt qui était porté par l'ANACT, l'ANACT étant l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Et dans le cadre d'un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Écologie et Travail. Et ce travail, en fait, cette approche est très intéressante parce qu'il suffisait de lire l'appel à manifestation d'intérêt pour comprendre que l'ANACT posait quand même des questions assez radicales sur la manière dont l'écologie ou les enjeux environnementaux questionnent le travail aujourd'hui dans les organisations. Et donc, ça répondait pile poil finalement à notre attente, qui était de se dire qu'on était passé peut-être un peu trop rapidement sur ce que la redirection écologique appelle les attachements. Les attachements, c'est ce qui nous tient, c'est-à-dire en fait ce par quoi on est tenu ou ce à quoi on tient, et qui peut être finalement une forme de blocage fondamental dans la transformation des organisations. Donc si à un moment on ne fait pas un travail de proximité, d'enquête avec les personnes qui sont les premières concernées en interne et en externe, en fait on risque d'aller rapidement à la catastrophe. Et donc on a décidé de mener ce travail d'enquête qu'on a appelé bifurcation RH auprès de la collectivité, au sein de la collectivité, d'abord la ville, puis après on a ouvert au CCS, et on a décidé de questionner 10 métiers, 10 métiers qui étaient en confrontation, je dirais, en tension avec ces enjeux écologiques, et puis qui étaient assez représentatifs de l'ensemble des secteurs. On l'a fait en parallèle avec 13 autres lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt en France, qui travaillent plutôt dans le privé, parce que l'ANACT est une structure qui travaille plutôt sur les conditions de travail dans le privé. Et donc on a lancé cette enquête, on va dire, à l'automne 2023, après avoir choisi un peu ces métiers.
Et c'est de poser pas mal de questions justement sur ceux qui étaient les plus représentatifs, avoir l'accord des directions évidemment. Et donc ces métiers ont été auscultés depuis, on va dire, cet automne. Et donc je vais revenir sur peut-être un ou deux constats initiaux. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait clairement que s'engager dans cette problématique de la transformation des métiers, c'était quelque chose qui était déjà travaillé par le CNFPT, par exemple, ou des organismes spécialistes de l'emploi ou du travail. Et ce n'était pas vraiment le cas. Donc ça nous a un peu inquiétés parce qu'on pensait vraiment surfer sur des choses qui existaient. Et je vous avoue qu'à l'époque, même si il y avait la déclaration tonitruante et merveilleuse à la fois de François Deluca, qui est l'ancien président du CNFPT, en mars 2023 à Bordeaux, dans le cadre d'un engagement du CNFPT pour s'appeler les 10 engagements, se mettre vraiment à la hauteur en fait, des enjeux écologiques. Finalement, il y a 3 personnes qui s'en occupent au CNFPT et depuis, effectivement, des rapports sont sortis, mais à l'époque, on était à l'été 2023, on ne trouvait pas grand-chose. Il y avait 3-4 études qu'on pouvait utiliser. Donc on a décidé de lancer aussi ce travail en fait, d'investigation et puis on a lancé la première enquête. La première enquête, elle s'est portée sur les jardiniers. Effectivement, c'est un travail qui a fait l'objet et qui va être publié dans quelques semaines, qui fait l'objet de livrets d'enquête et de livrets prospectifs. Le premier livret est un travail qui est confronté aux agents, qui est plus une démarche ethnographique. Et ensuite, est organisée une rencontre avec les agents, et là, on pose des scénarios en fait, prospectifs, et on rediscute, et un deuxième livrable est produit. Donc, il y a eu différentes méthodologies selon les métiers. Soit, effectivement, c'était de la scénarisation, on l'a fait pas mal pour les jardiniers et les mécanos, notamment les mécaniciens de la ville. Ou soit, c'était effectivement, on se projette dans le futur et on rembobine, ou effectivement, on fait des scénarios de crash test pour se confronter à une situation, et c'était le cas des thermiciens. Si je reprends le premier cas, celui des jardiniers, donc un travail de collaboration avec une collègue qui faisait partie qui était étudiante à l'époque et qui faisait partie du MSC Stratégie Design pour l'Anthropocène, donc une des formations qui a été créée par cette école de la redirection écologique. On a finalement mené un travail qui a permis de se dire que la seule façon d'avancer dans ce dispositif d'enquête, ce n'était pas effectivement pour la responsable du service d'imposer quoi que ce soit, voire d'attendre que ça passe, puisque de toute façon les enjeux se superposent et arrivent de manière massive, à travers notamment des enjeux de canicule, des problématiques cutanées pour les jardiniers, des problématiques de pénibilité liées à des engins, parce qu'il faut effectivement aujourd'hui changer les outils de travail. Et donc l'idée, c'est de co-construire finalement cette réflexion avec les jardiniers. Sachant que Nature en ville, c'est le service dont il s'agit, a les mêmes préoccupations, problématiques en fait que, je dirais, nombre de services, c'est-à-dire effectivement l'évolution des températures, une montée éventuelle de la demande citoyenne ou des usagers, des habitants, qui n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on veut pratiquer, des inégalités sociales, etc. Donc, mais on le trouvait en tout cas pour ce métier. Donc ça fait l'objet de ce qu'on appelle un équivalent de vie ma vie, c'est-à-dire en fait vraiment une enquête de proximité très forte où l'agent enquêteur a été immergé en fait au sein des équipes. Donc c'était aussi la possibilité qu'on avait parce que la personne était stagiaire. Donc pour les autres métiers, ça a été un peu moins simple parce qu'ils étaient consultants, et donc bon voilà, il y avait une problématique de durabilité, enfin de temps en fait. Et clairement, ça a permis de dessiner un portrait et donc de comprendre quels étaient les attachements justement des jardiniers. Donc c'est là où on a compris effectivement que, je fais rapide, mais c'est qu'entre la formation initiale de ces personnes et aujourd'hui la situation dans laquelle on les oblige à changer leur pratique, il y a un gap énorme. La plupart du temps, la première réflexion, c'est de dire on n'a pas appris ça à l'école en fait. On voit que la formation professionnelle, elle se met à la page, mais que même les jeunes qui arrivent aujourd'hui n'ont pas forcément la formation qu'on attendrait. Ou alors, en fait, ils utilisent par exemple des applications comme Plante.net en fait, pour reconnaître des plantes. Enfin, on voit qu'il y a une espèce de dérive éventuellement numérique en fait, qui fait que le rapport à la nature n'est pas non plus là, même si intellectuellement, il y a quand même plus d'appétence effectivement à changer des pratiques et aller vers des nouveaux processus plus respectueux, on va dire, de l'environnement.
Mais on voit qu'il y a un sacré malaise, en fait, une profession qui est globalement invisibilisée, qui aujourd'hui est pour certaines tâches, en fait, souvent cantonnée à des problématiques de propreté, en fait, urbaine, plus de jardinage. Et donc, tout ce travail, il a fait l'objet d'une enquête et il a permis effectivement de comprendre là où étaient un peu les points de blocage et là où il y avait effectivement des attachements très forts. Et on a compris qu'il y avait une esthétique notamment qui avait marqué cette profession dans les années 80-90 à travers des fleurissements et des massifs, on va dire, qui a laissé des traces. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore ça dans l'ADN, entre guillemets, de la profession, c'est-à-dire une sorte d'esthétique qui plaisait à la population et qui faisait finalement que le métier avait sa forme d'excellence, on va dire. Il était reconnu pour ça. Donc aujourd'hui, laisser des terrains en friche, cultiver, avoir même un profil comme la collègue l'a dessiné de demain, par exemple, peut-être se dessiner en jardinier punk ou jardinier spécialiste de la renaturation, ça passe pas forcément. Et donc un premier enjeu, en fait, c'est le regard habitant, qui est très fort. Donc là, c'est une piste de travail énorme. Il y a effectivement la manière de redorer l'image du jardinier et donc de travailler sur des scénarios qui permettent de le projeter sur des fonctions peut-être essentielles, donc soit de rapport à la ressource, soit de rapport finalement à la médiation, à la formation, c'est-à-dire en fait un meilleur rapport avec l'habitant en essayant justement de transmettre ses compétences, soit effectivement, puisque la question de la relation entre la nature et le bien-être, on l'a vu tout à l'heure pour le sport ou pour la fraîcheur ou la natation, il y a une relation en fait à la manière d'aujourd'hui de pratiquer du sport de manière différente. Et peut-être que dans certaines transformations des métiers techniques de la ville, finalement on répond à des formes aussi je dirais de remise en soin pour soi, mais peut-être aussi en associant les habitants. Et puis après, effectivement, des enjeux de résilience et de préservation de l'écosystème local. Donc ça, c'était un travail de prospective qui a été mené, qui a permis en fait aux agents de se projeter, de voter, de jouer finalement à ces scénarios. Ces scénarios, ils étaient très fiction, etc., et avec une bonne dose d'humour, mais ils permettaient finalement de tirer finalement jusqu'à leur, je dirais pas l'absurde, mais en tout cas leur potentiel maximum, ce que pouvaient être ces potentiels de développement du métier, quoi. Donc là, par exemple, un jardinier qui effectivement pourrait être vraiment au service de l'alimentation, de l'agriculture urbaine. Et donc, là où il y a eu des passerelles faites au sein de la direction Ville ouverte, et avec l'intervention que vous aviez eue de Nathalie Lemeur, c'est que effectivement, la question, c'était de voir comment aujourd'hui ces différents scénarios s'inscrivaient, par exemple, dans une matrice, par une grille, soit une grille socio-environnementale, soit celle qui est dessinée aujourd'hui par la démarche du donut. Et donc de voir comment chacun des métiers ou chacun des profils répondait à tout ou partie des attentes d'un donut. Plus sur des enjeux biodiversité, climat, etc., voire des enjeux sociaux. Et donc ça permet aujourd'hui de dessiner différents types de projections d'un métier. Alors, effectivement, quand on superpose l'ensemble des métiers ou de ces scénarisations d'un métier de jardinier, on arrive a priori à combler l'ensemble des attentes d'un donut. Et donc, la question, c'est aujourd'hui de voir si on peut le faire pour d'autres métiers. Et juste pour conclure sur ce métier, effectivement, ce travail d'enquête, il a permis aujourd'hui de rassénérer ou de montrer aux travailleurs ou aux salariés que finalement, on pouvait faire avec eux, et ça a débloqué finalement certains sujets qui étaient un peu sous le tapis, puisque finalement, ces sujets, la plupart du temps de blocage, ils existent, mais le prisme de l'écologie ou de la question par l'écologie ne permet juste que de les remettre sur la table. Et donc, c'est la question à la fois des engins de travail, c'est la question aussi des conditions de travail et de la santé. Donc là, par exemple, il y a un travail qui est mené avec le CHU pour finalement aborder par la question des UV, la question de la sensibilité et donc éventuellement de risque pour la santé des agents. Donc d'un seul coup, ça crée en fait une forme de reconnaissance et d'intérêt supérieur de leur part. Tout un travail aussi de projection avec des chercheurs, par exemple Éric Lenoir, enfin des chercheurs, des spécialistes de la nature, Gilles Clément ou Éric Lenoir, en fait, donc se projeter sur une démarche ambitieuse de réflexion sur le métier. Un travail aussi avec les organisations syndicales,
On a vu que la formation initiale n'était pas toujours là. Bon, retravailler par exemple avec le lycée de Saint-Imier pour repenser en fait cette formation. Et puis il y a un travail en cours avec l'école d'archi sur la dimension de la relation à l'habitant, parce qu'on a vu que c'était un enjeu. Donc comment tisser aujourd'hui des passerelles en fait avec l'habitant via des infrastructures légères par exemple. Donc ça c'est un travail qui est en cours avec des élèves en archi et design de l'école de l'ENSAG et notamment et de l'école de design. Là, il y a juste une phrase qui était intéressante, c'est qu'en fait, ça quand même, enfin, il y a quand même une forme de trauma ou de passage, en fait, de rite de passage, en fait, à travers cette enquête. C'est que c'est une prise de conscience plus forte pour les salariés. Et donc, par exemple, une d'entre elles, en fait, une jardinière, disait ce que vous nous présentez là, c'est une forme de deuil, mais c'est aussi des résurrections. Donc, c'est-à-dire que, OK, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'arrête. Pareil, pour autant, finalement, on co-construit ensemble des pistes d'amélioration et de futur. Et donc, on l'a fait pour d'autres métiers, on l'a fait pour les mécaniciens, on l'a fait pour les thermiciens. Et je vais terminer en disant, enfin, en faisant peut-être une synthèse un peu générale sur les autres métiers, mais sur des métiers effectivement techniques, on voit qu'aujourd'hui, on a une forme l'enquête permet de révéler une forme d'amour et d'art de la maintenance des métiers. C'est-à-dire que les agents, de par la maîtrise qu'ils ont souvent en régie, alors ça c'est peut-être une spécificité municipale, mais effectivement ont un soin démesuré en fait pour le matériel avec lequel ils travaillent. Donc sont capables de manière plus ou moins secrète, inavouée, de garder des pièces, de manière à pouvoir réparer dans tout type de conjoncture des choses qu'on ne pourrait a priori pas réparer, en tout cas que le privé ou les prestataires ne répareraient pas, ça c'est clair. Donc en fait, ça va à contresens finalement de l'idée de faire aujourd'hui du stock qu'il ne faut pas avoir, etc. Donc ce que ça révèle, c'est qu'effectivement, il y a des pratiques qui peuvent être salutaires aussi dans des périodes de crise. Ils l'ont vécu pendant le Covid, à pouvoir réparer tout de suite des choses. Donc ça pose peut-être à la fois la question du mode de gestion, c'est-à-dire effectivement, est-ce que c'est si bien que ça de vouloir tout externaliser, même si effectivement on a des intérêts éventuels en termes de gains financiers, mais on voit qu'on perd quand même un peu le lien, et surtout la capacité d'être réactif en période de crise, parce que c'était un peu ça aussi la question, c'était effectivement à travers un crash test, comment les thermiciens de la ville, qui ont 10 ans d'avance, entre guillemets, sur les enjeux, effectivement, qui caracolent, on va dire, voire fanfaronnent un petit peu sur leur capacité à effectivement dégager un bilan de GES. Ça, c'est super, en fait, tant qu'on parle de la chaleur, tant qu'on parlait, en fait, des chaudières, où effectivement, ils avaient réussi, grâce à la télémaintenance, à développer effectivement une supervision totalement virtuelle de l'ensemble du parc du chaud, entre guillemets. Mais aujourd'hui, alors que l'enjeu n'est plus du tout ça, c'est plus vraiment de chauffer, mais c'est surtout de refroidir et de ventiler. On a d'un seul coup une boîte de Pandore énorme en fait qui s'ouvre et où la question c'est plus effectivement de régler en fait cet ancien parc, c'est d'en rajouter deux autres qui est l'ensemble des infrastructures de ventilation d'une part et climatisation avec une demande de plus en plus forte dans un parc bâtimentaire extrêmement vieillissant. Et donc, il risque d'arriver finalement à détruire et détricoter en l'espace de quelques mois ou quelques années peut-être l'ensemble de l'acquis en fait qu'a eu cette profession en termes de gains financiers notamment, voire de bilan carbone ou GES, quoi. Puisqu'il va être difficile de répondre négativement à pas mal de demandes sur cette demande de froid. Et effectivement, ça pose des vraies questions sur la capacité de suivre ces évolutions technologiques, voire d'en garder la maîtrise, parce qu'elles sont beaucoup plus complexes à maîtriser, et dans certains cas, elles sont externalisées. On a même vu un cas où on est allé dans une crèche où en fait le personnel ne sait pas comment fonctionne la dalle rafraîchissante qui est confiée à un prestataire privé parce que le bâtiment appartient à un office public de l'habitat. Et donc on voit qu'à un moment on perd aussi quelquefois la main sur des choses qui vont permettre de répondre aux enjeux de l'anthropocène ou en tout cas du réchauffement climatique. Il y a des choses qui nous ont un peu alertés aussi, c'est une forme de confinement. C'est-à-dire qu'on a vu que des praticiens qui étaient plutôt, eux, en relation avec les enfants, les bébés, etc., avaient plutôt tendance à s'enfermer en fait, dans les bâtiments plutôt que d'essayer d'aller
dans les espaces environnants, pour X raisons, des enjeux de configuration des bâtiments, de propreté, et donc des enjeux finalement connexes, mais qui font qu'aujourd'hui c'est compliqué de sortir pour rentrer, etc., de mettre les bottes, etc. Voire en fait des problématiques qui sont assez quand même inquiétantes sur des problématiques transversales à l'organisation, entre par exemple les thermiciens, les jardiniers d'une part, et ces praticiens des écoles ou des crèches, où clairement on a l'impression que ça ne se parle pas trop en fait. Et donc aujourd'hui les aménagements extérieurs ne sont pas vraiment conçus en fait pour répondre aux usages en fait de ces bâtiments. Bon, c'est un peu dur à dire, mais il y a quand même des exemples où on a vu des dalles en fait arrosées à l'eau en fait pour rafraîchir du béton, pas d'ombre, des toiles achetées par les agents, etc., pour effectivement apporter un minimum de bien-être à des bébés. Donc voilà, ça interroge en fait sur la capacité, d'une manière transversale de l'organisation à être capable de changer un peu ses horaires de visite en fait sur site, pour effectivement vivre eux aussi en fait comme leurs homologues les conditions de travail dans l'anthropocène, quoi. Donc pour conclure, en fait, l'approche, je dirais, de la redirection écologique, elle questionne d'une manière un peu brutale, en fait, peut-être, en tout cas, elle essaye de poser les questions, pas uniquement par des enjeux techniques, mais aussi, effectivement, c'est quoi finalement la capacité de maintenir une activité dans ces conditions, et effectivement de le vivre de l'intérieur en étant sur le terrain avec les agents, de les entendre et de leur permettre en fait de témoigner de cela. On a eu des témoignages incroyables de personnes qui, par exemple, travaillent dans ces équipements, qui viennent pas qui ont connu d'autres territoires dans leur vie, plus au sud ou etc., et qui, par exemple, sur des enjeux de ventilation ou climatisation, faisaient différemment. Donc, il y a aussi en fait à s'acculturer à d'autres façons de faire que de simplement mettre une couche supplémentaire de technologie, qui d'ailleurs en fait voilà, pose la question de la capacité demain finalement à être fonctionnel, quoi. Donc ça questionne aussi la question du management, enfin ça questionne le management. On a eu des verbatim importants avec des managers qui aujourd'hui sont un peu laissés en fait laissés à eux-mêmes, hein, dans ces enjeux de transformation des métiers. Il y a pas de, c'est pas écrit en fait ce qu'il faut faire. Donc on a tout type de démarches en fait qui sont tentées, des démarches quelquefois un petit peu au forceps, en fait, des démarches au contraire extrêmement libératrices en fait des initiatives, mais finalement selon la direction, selon le parcours en fait du manager, de sa vie professionnelle antérieure, etc., voire l'équipe qu'il a en face, des équipes qui souvent sont quelquefois dévalorisées dans la manière dont pourtant elles remplissent des métiers essentiels. Elles sont toujours en catégorie C ou B, enfin bon, elles ne sont pas reconnues dans la fonction je dirais, durable, essentielle, vitale même qu'elles jouent dans la collectivité. Donc ça fait aussi remonter entre guillemets, ces anciens sujets. Voilà. Et donc nous, on a abordé 10 métiers. Il faut savoir que dans une collectivité, il y en a 200 à peu près. Il y a 350 métiers territoriaux. Donc on voit que ce travail, il ne peut pas être mené seul en fait, par une seule collectivité. Donc aujourd'hui, notre espoir, c'est de réussir à tisser des réseaux avec d'autres collectivités. Donc il y a plein d'initiatives en cours. On est en train de créer un cercle du CNFPT sur la redirection écologique qui va être officiellement lancé dans quelques jours. On intègre un observatoire de la redirection écologique qui est porté par un des chercheurs qui s'appelle Alexandre Monin et qui lui-même en fait met en réseau des collectivités. Enfin, il est tous les 2 jours dans une ville différente. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des territoires qui aujourd'hui sont en train de se poser toutes ces questions. Et donc il y a besoin de mutualiser. Donc il y a la question, c'est comment on peut aussi créer, rentrer dans cet observatoire, ce partage, et comment on peut finalement s'enrichir de ce que font des confrères, consoeurs à Poitiers, à Tours, à Rennes, à Strasbourg. J'étais à Strasbourg la semaine dernière. Enfin, donc comment aujourd'hui on arrive en fait à sortir en fait de la logique dans laquelle on était nous aussi en organisation publique, à ne rien partager, à être dans des silos, et surtout même pas trop à partager avec des collectivités différentes parce qu'à un moment chacun tire un peu la couverture à lui en fait pour effectivement être le premier de la classe. Donc travailler aussi le commun, le partage, c'est aussi apprendre demain à être un peu plus économe,
plus partageur dans les expérimentations qu'on mène chacun chez soi. Et donc de développer à minima des outils de mutualisation de tout cela. Et donc voilà, l'enquête, évidemment, elle sera totalement communicable et partagée. Et on espère que dans les prochaines semaines et les prochains mois, cette démarche, en fait, de l'intérieur, elle va être nourrie par d'autres témoignages, d'autres collectivités, parce que nous, on n'a pas non plus des moyens extraordinaires, en fait, pour mener ça. On a pu avoir ce soutien de l'ANACT qui nous a donné quand même un sacré bol d'air. Mais faire d'un travail d'enquête et de terrain, c'est du temps, c'est de l'argent. Et donc, si on arrive à le faire, c'est jouable en fait. Il suffit de se partager un peu les métiers et de se créer des groupes de collectivités et de mettre ça en lumière rapidement. Voilà, donc je vous donnerai une bibliographie en fait à la fin. Et il y a pas mal d'articles qui commencent à sortir dans la presse professionnelle, L'aide du cadre, Gazette, etc. On a organisé un événement à Angers il y a 6 mois qui s'appelait les Journées professionnelles de la redirection écologique, où il y avait 150 DGS du Grand Ouest qui étaient présents. Ça commence à bouger. Donc voilà, et on a effectivement des alliés. J'ai parlé tout à l'heure du Grand Sud, enfin la région Sud. C'est pas forcément, les alliés sont pas forcément, c'est un peu la petite pique, c'est pas forcément les collectivités qu'on attend. C'est pas forcément celles en fait qui sont a priori les plus écolos, les plus sensibles à ces. Non, c'est simplement celles qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des organisations sentinelles en fait, c'est-à-dire celles qui sont confrontées en fait, qui sont confrontées à la réalité de ce qui arrive. Donc ça peut être l'érosion du trait de côte, des problèmes de canicule, Fayence qui décide d'arrêter les permis de construire pour des problématiques d'eau. Donc c'est des enjeux finalement, je dirais, systémiques, naturels ou sociaux, qui font que certaines collectivités, peu importe leur obédience, voire même en fait leur vision politique, en fait, sont juste confrontées à la réalité et elles doivent en fait réagir rapidement. Et ce qu'on a vu à travers le protocole piscine, c'est qu'on l'avait lancé en 2019. 3 ans après, toutes les collectivités de France se posaient la question de savoir s'il fallait baisser de 2 degrés, interdire les bébés nageurs, interdire certains publics de venir dans les. Donc, pour nous, la redirection écologique et la manière dont elle pose les enjeux, elle permet de gagner quelques années. Donc je pense qu'elle est juste salutaire en fait. Même si en fait elle pose les questions d'une manière pas classique, je pense qu'on a tout à gagner à tenter l'aventure, de se poser la question. Et en plus, avec les agents, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'éco-anxiété ou de problématiques psychosociales, mais en fait, ce qui attend les fonctionnaires territoriaux nous concernant, ça va être effectivement des pas énormes. Enfin, pour reprendre Deluga, le président de CNFPT, la marche est haute, quoi. Bon, c'était un peu une métaphore, en fait, juste pour dire qu'elle était énorme. Voilà, donc on a du travail, et c'est donc une opportunité incroyable, en fait, pour nos organisations de se remettre en marche et de se poser les bonnes questions.